Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir à notre midi parents. Mon nom c'est Matsu Watara. Je suis agente de projet d'inclusion chez Parents Partenaires en Éducation, PPE. Je serai votre facilitatrice aujourd'hui pour cette rencontre. Avant de commencer, prenons un moment pour reconnaître les territoires sur lesquels nous sommes réunis aujourd'hui. Pour ma part, je suis située à Ottawa, en Ontario, où est établi PPE, siège social, sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis reconnaissante de pouvoir vivre et travailler sur ces terres et je demeure engagée à favoriser des relations respectueuses et significatives avec les communautés autochtones. Je tiens à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Cet atelier est le fruit d'une précieuse collaboration avec Franco Queer que je remercie chaleureusement pour son engagement envers les familles. Ce midi, nous aborderons un sujet important sur les thèmes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion pour souligner le mois de fierté et également pour faire valoir le mois de l'histoire autochtone. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Roes-Paquette, qui est gestionnaire de programme jeunesse de Franco Queer, qui animera cette rencontre. Et également, nous accueillons nos panélistes également aujourd'hui qui vont prendre part à ce midi parent. Et donc, je vous remercie pour votre présence de ce midi et je vous souhaite un excellent atelier. Merci, Madoussou. Madoussou l'a déjà dit, je m'appelle Anne-Sophie. J'utilise les pronoms elle, yel, la, les accords au féminin et neutre. Je suis gestionnaire du programme jeunesse de la vente de services et de la recherche à Franco Queer, qui est la première et unique association provinciale pour les francophones 2S LGBTQIA+, et leurs alliés en Ontario. Avant de procéder au panel, et justement pour souligner cette juxtaposition entre le mois national de l'histoire autochtone et le mois des fiertés, j'aimerais nous rappeler qu'avant la colonisation européenne, la diversité affective, sexuelle et de genre, ou la diversité de LGBTQIA+, était nommée, reconnue, acceptée et respectée dans plusieurs langues, cultures et communautés autochtones sur tous les continents, y compris sur l'île de la Tortue, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom colonial d'Amérique du Nord. Les personnes de nos communautés, au sein des communautés autochtones précoloniales, occupaient généralement des rôles et des responsabilités respectés, valorisés, célébrés, des guides spirituels, des mentors, des pédagogues, et il n'y avait aucun tabou, en fait, entourant nos diversités. C'est la colonisation européenne qui nous a légué, en fait, le capitalisme, le patriarcat et le suprémacisme blanc, en raison desquels nous vivons encore des discriminations de toutes sortes en Amérique du Nord sur l'île de la Tortue, y compris l'homophobie, la biphobie, la transphobie, etc. Je le précise simplement pour nous inviter à reconnaître que tout effort pour vaincre la discrimination envers les personnes de SLGBTQIA+, et aussi envers toute autre personne et tout groupe visé par l'oppression du contexte colonial s'inscrit dans une démarche de vérité et de réconciliation. Cela étant dit, j'en profite aussi pour... moi, j'habite à Ottawa, donc le même territoire nommé par Madoussou. Le Franco-Queer est basé à Jeet-Garlundo, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom colonial de Toronto, qui est couvert notamment par la ceinture wampum ou l'entente dite du bol à une seule cuillère. Ainsi, je dis miigwech à la Première Nation Anishinaabe des Mississauga de Crédit, ainsi que des peuples Haudenosaunee et Wendat, qui longeaient les Grands Lacs dans la région de Toronto et qui ont conclu la ceinture wampum dite du bol à une seule cuillère, qui les engageait toutes à cultiver et entretenir les ressources naturelles de la région. Sur ce, je propose de plonger maintenant dans le vif du sujet et de céder la parole aux panélistes. Nous avons préparé 3 questions. J'invite chaque famille à répondre à chaque question dans une durée approximative de 3 minutes et la fin de la rencontre sera consacrée à vos questions.
Et afin de nous permettre de mieux connaître nos panélistes, plutôt que de vous les présenter moi-même, je les invite à répondre à cette question. Si le récit de votre famille arc-en-ciel, donc de votre famille ayant une personne de SLGBTQIA+, si le récit de votre famille arc-en-ciel faisait l'objet d'un film, quelles informations clés seraient révélées dans la bande-annonce? Je propose, dans un premier temps, de céder la parole à Georgely. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Donc, et pour répondre directement à la question d'Anne-Sophie, je dirais que, parlant de ma famille, je dirais que ce serait une histoire avant tout plein d'amour, de patience, de résilience et de retrouvailles. Et la bande d'annonce montrerait également une famille qui s'est construite avec beaucoup de détermination en surmontant pas mal de défis que ce soit administratifs, sociaux et culturels. Et on y verrait également une famille séparée pendant 5 ans dans 3 pays différents, dont Haïti, la République dominicaine et le Canada, justement à cause de l'homophobie, la compréhension des parents, etc., pour enfin se retrouver 5 ans plus tard au Canada, là où je suis, jusqu'à se marier récemment. Donc, enfin, je dirais que le message principal serait que la distance ne peut pas défier l'amour et que les familles arc-en-ciel ne sont pas différentes dans leur désir de construire une vie saine, respectueuse, sécuritaire et avec et pour leurs enfants. C'est vraiment touchant, Georgely, merci. Sarah, est-ce que tu aimerais commencer la bande-annonce de ta petite famille? Ben, moi, je suis la maman de Laurence et je dirais que, ben, je peux parler dans... C'est pas mon histoire arc-en-ciel, c'est l'histoire arc-en-ciel de Laurence, mais je peux dire que moi, j'ai joué le rôle de Mama Bear pendant un petit bout. Et puis là, maintenant, j'ai plus besoin de jouer ce rôle-là parce que Laurence maintenant est capable d'être son propre avocat pour lui-même. Et puis, je suis très fière. Donc, je vais laisser Laurence, assumer sa propre histoire. Tu veux-tu partager, toi, Laurence? Fine, I guess. Moi, je suis juste là en appui. Ouais. Well, comme les informations clés que je dirais, c'est que c'est comme un processus, ok? J'avais des cheveux bleus, j'avais des cheveux de comme 8 millions de couleurs que j'ai torturé ma mère à me faire. J'ai devenu bald, ok? Comme, c'est la découverte de comment tu es confortable dans ta propre peau et comme ton identité, ça prend un long temps et il y a certaines personnes qui les découvrent quand ils sont jeunes, il y a certaines personnes qui les découvrent quand ils sont plus vieux, mais c'est plus comme un processus de apprendre qu'est-ce qu'on aime de nous-mêmes versus ce qu'on veut de nous-mêmes. Dun, dun, dun. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours identitaire, Florence? Oui, donc moi j'ai sorti en octobre 2021. Moi et mon père, il était pas hyper content avec tout le sujet et je n'avais plus avec lui. Et pour moi, j'ai vraiment pensé pour comme un long temps, comme j'ai réfléchi pour des mois et des mois sur c'était quoi comme cette sensation que je sentais, like, pourquoi est-ce que je me sens comme un garçon, right? Et je pense que c'est beaucoup comme la, le misconception que les parents pensent que leurs enfants sont comme, oh, l'enfant pense qu'ils sont transgenres maintenant, en ce moment. Habituellement, quand un enfant veut parler à leurs parents à propos, ça prend des mois, ça prend des semaines, ça peut même prendre des années. Donc, pour moi, j'ai fait un PowerPoint et je l'ai oublié sur la table. Et là, ma mère m'a texté, elle était comme Laurence.
c'est quoi ça? Et là, ça l'a un peu détérioré de là. Là, tout le monde dans ma vie savait que j'étais transgenre. Et je n'étais pas nécessairement prêt au début. Donc, c'était un peu de panique et beaucoup de moins de cheveux. Et là, une fois que j'ai commencé à faire la recherche sur mes ressources et ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais pas le droit de faire. Une fois que j'ai eu mes hormones, je me sentais beaucoup plus dans ma peau et beaucoup plus confiant, comme même mentalement, comme ça fait une différence. Et là, une fois que j'ai comme presque fini ma puberté d'homme. J'ai vraiment travaillé fort avant ma chirurgie de mastectomie parce que pour moi, c'était quelque chose comme vraiment important pour me sentir confiant, pour me sentir confortable dans ma propre peau. Donc, j'ai fait comme, j'ai fait tous les papiers, j'étais allé à tous les rendez-vous, j'ai comme pris l'initiative de vraiment débuter ce processus-là. Et là, l'été passé, j'ai finalement eu ma chirurgie. Et lorsque je me considère pas comme fini de transitionner, je, je me, comme dans la vie médicale, je suis pas mal fini. Je juste travaille vers comme, devenir un adulte. Excellent. Merci, Laurence. Steph, c'est à ton tour. Oui. Moi, j'ai pris comme ma réflexion à propos du comme aperçu de film un peu trop comme littéral. Fait que j'ai vraiment comme eu l'image en tête de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Euh, et puis, je suis même venue un peu comme avec un titre de qu'est-ce que ça pourrait être. Euh, donc, je pense que la base, c'est justement, en tant que famille, j'ai une fille qui a maintenant 9 ans, presque 10. Donc, je voyais vraiment des scènes du quotidien axées sur son vécu à elle. Comme juste la routine du matin, tu sais, à la course, les activités, les journées à parler avec les amis puis jouer dans la cour d'école. Et là, avoir quelqu'un comme d'inconnu qui vient lui demander, puis oh, elle est où ta maman? Et puis là, mon enfant, fidèle à elle-même, je veux dire, moi, j'ai pas de maman, j'ai des papas. Et puis c'est quelque chose qui nous arrive souvent, régulièrement, puis ça devient même redondant, puis des fois un peu irritant. Euh, Fait qu'à partir de là, tu sais, je me disais, on pouvait suivre un peu la vision plus globale de sa vie, voir justement des situations avec ses papas. Comment est-ce que se vit le quotidien? Autant des situations de rire que des petites colères, que des instants de douce folie, où est-ce que justement on est nous-mêmes sans filtre, et puis que justement, moi je l'agace beaucoup, puis autant qu'elle aime que des fois elle déteste. Puis jusqu'à temps qu'on pourrait la voir, tu sais, partir, aller dormir, finir sa journée. Puis là, juste comme une petite parenthèse qui est arrivée à l'école, c'est la fête des mères et mon enfant dit, ben, moi, je voudrais faire une carte pour mon papa. Et petit commentaire qui se veut probablement comme bienveillant, mais qui est très maladroit de dire, oh, ben, plutôt, tu devrais faire une carte pour peut-être ta grand-maman. As-tu une grand-maman? Et puis mon enfant qui revenait de l'école, puis me dit, j'ai décidé de quand même faire pour mon papa, je l'ai fait en cachette. Et puis c'est comme, ça représente des petites images de notre vécu qui sont vraies. Mais pour montrer que, oh, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, apparemment, peut-être mes écouteurs sont morts. OK, parfait. Donc, comme juste un titre de Une famille arc-en-ciel, une vie ordinaire, ou presque. Parce que c'est comme les autres, mais on se fait constamment rappeler qu'on n'est pas dans la norme. Wow. Ben, merci, Stéphane. C'est une Bon, façon. juste un Merci, instant, Steph, apparemment, excuse-moi. je ne vous entends plus. Fait que je vais essayer juste de remettre parleur. C'est une belle façon, une façon imagée de fermer la parenthèse là, sur cette première question. Donc, merci déjà aux panélistes d'avoir partagé des éléments de leur parcours. Georgely, on revient vers toi.
pour la deuxième question, dans la continuité de tes interactions avec le système scolaire franco-ontarien ou des interactions de ta famille avec le système scolaire franco-ontarien, quel a été le facteur d'inclusion le plus significatif pour ta famille arc-en-ciel? Et je peux avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions avec le système scolaire ici, sinon que simple courriel ou certains rendez-vous avec certains enseignants où seulement on va discuter de l'apprentissage de l'enfant ou d'un des garçons, parce qu'on en a deux. Mais par contre, mon épouse, elle fait partie du comité d'une des écoles d'un de nos garçons l'école élémentaire. Mais je garde en tête l'image d'avoir été bien accueilli et reconnu lors de l'inscription des garçons lorsqu'ils sont arrivés en 2024. Donc, les deux écoles élémentaires et secondaires, quand ma conjointe et moi nous nous sommes présentés comme une famille arc-en-ciel, les deux directrices étaient super contentes. Elles ont mentionné leur collaboration avec Franco Queer, dont le programme jeunesse. Donc, tout de suite, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit que mes enfants sont dans une école vraiment, sont dans un espace sécuritaire. Et moi, je me sentais aussi en confiance pour dire, écoute, si les directrices sont assez ouvertes et ils font les écoles font des collaborations avec Franco Queer, certainement que mes enfants ne seront pas jugés ou si moi je participe à une activité, je ne serai pas non plus jugée. Sinon, je garde uniquement cette partie positive de mon interaction avec l'école et puis jusqu'à présent, ma conjointe, ça fait sa deuxième année sur le comité et elle m'a jamais parlé d'incident, mais je sais que les rencontres, on discute uniquement les affaires de l'école, sujet de l'école, sans pour autant voir son identité ou son orientation sexuelle. Mais jusqu'ici, je garde en tête, c'est la seule interaction que je garde en tête, c'est l'image d'avoir été bien reconnue et bien accueillie lors de l'inscription des garçons ici en 2024. Super. Ben, c'est déjà une piste d'action positive pour tout le monde autour de la table. Un accueil chaleureux, un accueil bienveillant et respectueux. Ça fait toute la différence dans la manière dont on se souvient déjà de nos interactions et sur notre sentiment d'inclusion vis-à-vis de la situation du contexte. Merci, Georgely. Sarah, la même question. Quel a été le facteur d'inclusion le plus significatif pour ta famille arc-en-ciel? Ben, je dirais dans la même veine que Madame par rapport à l'accueil, mais je peux nommer plusieurs choses dans cet accueil-là. En 7e et 8e année, Laurence y allait dans une autre école, puis ça avait été difficile puisqu'il venait de transitionner. Puis on a fait le choix de changer d'école. Puis à la nouvelle école, déjà, j'ai demandé qu'on utilise le nom préféré de mon fils. Il y avait comme aucun défi, c'était comme normalisé. J'étais comme bon, ben tu sais, Laurence aimerait ça que sur les listes d'assiduité, avec les suppliants, que ça soit son... Mais c'était juste, autant qu'à l'autre école, c'était comme, on peut pas faire ça avant un changement de nom légal, ce qui est pas vrai. À la nouvelle école, c'était comme d'emblée, pas un défi, c'était comme normalisé qu'il y ait des élèves qui demandent ça. Tout de suite, on m'a montré les toilettes non genrées, on a montré à Laurence qui pouvait utiliser ces toilettes-là. Je veux dire, tout était déjà en place. J'avais pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. C'était déjà des protocoles qui étaient établis dans l'école pour des élèves arc-en-ciel. Donc, c'était tout de suite un accueil qui était... j'avais pas besoin de défendre, j'avais pas besoin d'être mama bear. Les choses étaient déjà en place pour des élèves arc-en-ciel comme lui. Puis ça, c'est tout de suite, je me suis sentie comme mon enfant allait être en sécurité ici, qu'elle allait avoir un endroit pour aller aux toilettes, que son nom préféré allait être utilisé par le personnel de l'école, par les suppliants dans l'école. Donc ça, pour moi, puis c'était comme tellement une lutte à l'école avant, que pour moi, c'est un gros contraste, tu sais, par rapport à ce qu'on avait vécu dans l'autre école. Donc tout de suite là, j'étais comme, j'ai pu comme expirer là. Euh, oui, et puis qu'il allait avoir une communauté. Il y avait aussi un club Alliance qui était déjà comme actif dans l'école. Donc je savais que Laurence, même s'il arrivait en 8e ou en 9e année, je me rappelle plus, je pense que c'était en 9e, Laurence.
oui, en neuvième, qui allait tout de suite pouvoir s'intégrer dans un groupe d'amis, tu sais, même s'il n'avait pas passé toute son enfance à l'école élémentaire ou en CT8 avec ces élèves-là. Fait que, tu sais, comme il y avait beaucoup de mécanismes en place, là. Je sais pas si Laurence, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je juste voulais pas t'interrompre. Donc, pour moi, comme le gros facteur, c'est comme, comme ma mère a dit, faire le fait que être transgenre, c'est plus normal. C'est comme normal, right? Like, pour moi, j'ai, j'aime pas quand je dois demander, oh, je peux-tu comme aller chercher ceci, ou je peux-tu utiliser la toilette non genrée, je peux-tu faire ceci, faire ceci, faire ceci, parce que là, ça fait plus de travail sur une identité qui est déjà difficile à vivre avec dans une province conservatrice, ok? Like, pour moi, c'est juste faire le fait que c'est normal et avoir accès à toutes les choses. Et les autres élèves dans l'école ont accès à ces ressources aussi. S'ils ont besoin, ils ont besoin. Mais c'est juste comme donner l'accès et avoir moins de barrières quand ça vient à ce que j'ai besoin et aucun jugement non plus. Super. Merci, Laurence. Je note ici, en fait, les deux, vous avez parlé d'accueil également. Vous avez ajouté la dimension des protocoles, des mécanismes, les clubs alliances. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, un club alliance ou une alliance arc-en-ciel, jadis appelée Alliance Gay Hétéro ou Gay Straight Alliance, c'est une alliance d'élèves de SLGBTQIA+, et d'alliés dans les écoles de la province. Légalement, toute jeune personne peut demander de mettre sur pied une alliance arc-en-ciel dans son école et de l'appeler Alliance Arc-en-Ciel, et l'école se doit de fournir les ressources nécessaires pour que ce projet se réalise. La notion des barrières, l'accès aux ressources. Donc, encore une fois, c'est cette idée je vois comme l'ouverture. Je vois les bras ouverts. Je vois un personnage avec des bras ouverts, autant dans ce que Georges-Lie, Sarah et Laurence vous avez rapporté. Steph, est-ce que tu aimerais contribuer à cet échange? Oui, bien sûr. Ben, déjà, c'est encourageant d'entendre les messages précédents. On ne se cachera pas que l'inclusion des personnes arc-en-ciel vient avec un passé lourd. Puis même s'il y a des améliorations, il y a encore beaucoup de défis. Comme dans mon cas, je n'ai pas rencontré de difficultés comme telles avec l'école, mais des fois, je ressens un besoin plus grand de visibilité. Où est-ce que justement, c'est comme tellement, comment je dirais, tu sais, juste de ne pas vouloir mettre l'accent là-dessus, ça fait que des fois on tombe dans les cracks, puis que moi, je ressens que ça met une certaine charge, responsabilité sur ma fille d'expliquer sa réalité. Fait que dans ce sens-là, le facteur d'inclusion qui a été le plus significatif, comme pour moi en tant que famille arc-en-ciel, c'est il y a quelques années, le conseil scolaire où va mon enfant a comme mis en place une norme de faire hisser le drapeau arc-en-ciel devant les écoles et euh, une année particulièrement de préciser que cette mesure-là doit être faite aussi dans les écoles élémentaires. Puis, pour moi, ça veut dire beaucoup au niveau de la visibilité, puis au niveau du soutien, euh, parce que justement, on fait partie de la normale des choses, mais nos réalités sont tellement occultées que ça ne s'inscrit pas dans les perceptions collectives de la normalité. Et ça peut créer des écarts, ça peut créer des défis. Où est-ce que, par exemple, au niveau des autres enfants, au niveau tu sais, de l'acceptation, au niveau de l'enfant concerné, au niveau de l'appartenance, et puis même au niveau du développement de l'enfant, le défi de ne pas voir ses réalités reflétées dans le quotidien, c'est ça amène des enjeux significatifs.
Alors, je trouve qu'un symbole comme ça parle quand même de justement l'inclusion, de l'accueil, puis je le vois comme un message de solidarité de la part du milieu scolaire qui est justement exprimé haut et fort. Et puis, même si c'est comme un petit grain de sable dans l'ensemble, c'est déjà un symbole très important pour moi. Puis c'est ça, je pense à mon enfant, les premières fois qu'elle le voit, puis elle dit, ah, j'ai vu notre drapeau, tu sais, comme de, c'est la réaction justement, tu sais, ça enlève un peu de cette charge, comme quand elle voit d'autres familles homoparentales ou des personnes de la communauté reflétées à la télé sur des affiches, elle va le pointer du doigt, elle va être expressive, tu vois, il y a un dynamisme où est-ce que si ça met l'emphase sur cet écart qui est pas toujours, c'est pas toujours présent dans le quotidien de nous voir dans la société. Et puis, tu sais, en tant que parent, je peux témoigner que du point de vue personnel, mais du point de vue de mon enfant, ça semble faire une grande différence quand cette visibilité-là et cet accueil-là est présent de manière proactive. Merci Stéphane. En fait, quand tu rapportes la réaction de ton enfant au drapeau, ça me rappelle ma première expérience lors d'un défilé des fiertés à Ottawa en, je pense, 1992. C'est le premier défilé auquel j'ai participé avec mon papa qui avait fait son coming out comme homme gay. Et c'était la première fois que je voyais des familles arc-en-ciel, des familles homoparentales, que je voyais la diversité de mon papa reflétée ouvertement dans la rue. Et ça a été pour moi un coup de cœur et une première communauté d'appartenance. Donc, ça me fait beaucoup penser à ça. Je vous prie de m'excuser ce petit partage personnel, mais c'est vrai que c'est fort. Et d'ailleurs, à Franco-Queer, nous menons des recherches et lors du projet qui a donné lieu au réseau franco-ontarien pour l'inclusion de SLGBTQIA+, les membres de nos communautés nous ont rapporté que les symboles d'inclusion dans les espaces physiques et les espaces virtuels sont des indicateurs clés pour LE de sécurité, de respect, d'inclusion, dans le sens où s'il n'y a pas de symbole, je vais peut-être aller voir ailleurs où il y en aurait un dans l'espoir d'être mieux servi dans cet espace. Donc, ne pas sous-estimer le pouvoir et le sens des symboles. Merci, C'est d'ailleurs Stéphane. quelque chose que j'ai remarqué dans le témoignage de Sarah, de dire à la nouvelle école, je pouvais baisser mon rôle de Mama Bear parce que je sentais que mon enfant allait être en sécurité. Puis ça, c'est vraiment quelque chose Ouais. qui m'a parlé beaucoup parce que c'est la base qu'on souhaite comme parents. Oui, merci. Tout à fait. Et les enfants ont droit à la sûreté, au même titre que toute personne citoyenne en Ontario et au Canada. Ça inclut à l'école comme ailleurs. Donc, juste un rappel qu'il s'agit d'un droit et que vous avez des recours si vos enfants sont menacés. Steph, je m'excuse, j'arrête pas de t'appeler Stéphane depuis tantôt. Mon cerveau a décidé de compléter. Je m'excuse. Donc, Steph, j'y Pas de travaille. problème, merci. On revient vers Georgélie pour la troisième et dernière question. Comment les comités de parents et tutoristes peuvent-ils se montrer plus équitables et inclusifs envers les familles arc-en-ciel? D'abord, en utilisant un langage qui représente toutes les structures familiales, en évitant les ce que tu fais avec maman et papa. Et donc, ils présument que mes enfants ont un papa et une maman. Donc, parfois, ça crée la confusion, surtout que les enfants sont nouvellement arrivés. Nous sommes en train, comme petit à petit, à leur expliquer de notre réalité. Donc, peut-être en commençant par utiliser un langage qui représente toutes les structures familiales sans présomption, cela pourrait aider à créer des espaces sécuritaires ou plus sécuritaires où chaque personne se sent bienvenue, où les enfants n'auront pas à se poser des questions et maman, pourquoi? Et papa, pourquoi? Ou pourquoi mon papa n'est pas là? Et pourquoi nous avons deux mamans maintenant?
Donc, c'est important d'avoir ces discussions dans ces comités avec les familles et puis d'offrir des espaces comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ça nous permet aussi de parler de nos réalités, des enjeux, comme Steph l'a mentionné tout à l'heure, un peu de visibilité. Donc, je pense que ça pourrait aider. Merci, Georges-Louis. Le thème de la visibilité ou de la visibilisation, de la sensibilisation et du langage à l'image des structures familiales. Je me souviens plus, il y a des mots comme, on a parlé au début comme une vie ordinaire. On a parlé de normalisation, de banalisation à un moment donné, il me semble avoir entendu le mot. Parmi les pratiques inclusives dont on parle au programme jeunesse, on invite à écouter des chansons sur la diversité humaine, de toute comme la diversité humaine dans son ensemble, d'avoir des livres disponibles sur la diversité humaine, sous toutes ses coutures, d'écouter des artistes ou de soutenir des artistes qui font partie de la communauté. Et c'est pas obligé d'être une leçon sur la diversité affective, sexuelle et de genre à chaque fois. Juste la présence, juste la visibilité de nos diversités dans le matériel, dans l'espace. Ça, en soi, c'est un acte d'inclusion qui favorise le vivre ensemble au sein du système scolaire comme ailleurs. Merci, Georges-Louis, de nous rappeler de ne pas tomber dans le piège des présomptions hétérosexistes. On procède maintenant, on bascule vers Sarah. Si est-ce que tu veux que je répète la question ou ça va? Non, ça va, je l'ai sur mon deuxième écran. C'est pour les comités de parents. Ben, en fait, tu sais, je vous ai parlé des protocoles bienveillants dans les écoles. Puis pour ceux qui savent peut-être pas ça, mais l'année après que Laurence a changé d'école, je suis devenue direction adjointe de son école. Donc, euh, puis mais je vais parler des écoles en général parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je travaille dans les écoles, euh, soit comme enseignante, comme conseillère pédagogique ou maintenant comme direction adjointe. Puis même si les protocoles sont là, comme on fait la levée du drapeau, on fait toutes ces choses-là. On a des drapeaux dans l'école. On célèbre la semaine vie arc-en-ciel. Comme même si les protocoles puis les choses sont là, parce que comme parent, j'étais comme vraiment contente. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis il y a beaucoup de peurs associées. Tu il y a encore beaucoup de gens que malgré ces protocoles-là, dans le milieu scolaire, autant chez les parents que chez les membres du personnel, que chez les parents de d'autres élèves, qui sont pas inclusifs avec la communauté de CSLGBTQ. Pour eux autres, être inclusif, c'est tout le monde sauf cette communauté-là. Puis ça, c'est ardu, puis c'est difficile. Quand on a fait notre levée du drapeau à chaque année, moi, je subis énormément de microagressions soit de parents qui veulent pas que leur enfant participe. Tu sais, comme il y a toute cette dimension-là qui est là, qui est quand même là. Donc, même si toutes les structures au niveau protocolaire sont en place, je sais que dans certaines des écoles de mon conseil, il y a des profs, il y a des membres du personnel qui veulent pas participer à la levée du drapeau. Ça, c'est très difficile, mais c'est quand même une réalité qu'on peut pas nier. Euh, Puis, si je regarde la question, c'est comment que les comités de parents et de tuteurs-tutrices peuvent se montrer plus équitables. Ben, c'est pas juste de dire qu'ils sont équitables et inclusifs, mais de l'être aussi en parole et en action, de façon explicite. Parce que souvent, on va dire, ah, nous, on est super inclusifs, mais quand ça vient à la communauté du LGBTQ, ben là, on a un silence. Hein, c'est silence radio, les gens veulent pas se prononcer. Puis, je peux vous dire que c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est épeurant. Moi, j'ai déjà eu des plaintes de parents assez intenses comme direction adjointe qui savent peut-être pas que j'ai un enfant arc-en-ciel parce que j'ai de l'air très hétéronormative. Bon, tout ça fait que où j'ai rencontré des enseignants qui pensent que tu sais que je vais être en accord avec leurs commentaires homophobes ou transphobes. Euh, mais il faut l'être, faut continuer à être explicite en action dans nos paroles. Les comités de parents doivent être explicites et pas avoir peur. Je sais que c'est pas facile.
parce que c'est épeurant. Mais en groupe, il faut continuer à être très clair par rapport à nos attentes, par rapport à l'inclusion des élèves des SLGBTQ, puis des familles aussi, arc-en-ciel. Puis je pense que c'est un combat qui est loin d'être gagné. Fait que si on parle des institutions comme les comités de parents, euh, on dit souvent à nos élèves, parce que moi j'ai forcé les élèves à sortir à la levée du drapeau, même s'ils voulaient pas, parce que c'est selon le ministère de l'Éducation. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit démontrer de l'équité. Puis je dis toujours la même chose aux élèves ou aux parents, c'est que tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais tu dois démontrer du respect. Hein. Puis tu dois, en action, démontrer du respect. Je te demande pas de chanter une chanson, je te demande pas de faire une prière, je te demande rien de ça. Moi, je respecte ta religion, je respecte tes croyances. Puis j'aimerais ça que les parents, même si les parents sont pas d'accord, les parents qui s'investissent dans les comités de parents, ça soit aussi des gens qui revendiquent le respect de tous, incluant la communauté des LGBTQ, que ça fasse partie de leur religion, de leurs valeurs ou non. Qu'on est capable d'être exposé à des gens qui ont des différentes valeurs que nous, puis que ça, c'est correct, puis qu'on peut respecter l'autre. Donc, je dirais oui, c'est de prendre position en parole et en action, parce que souvent, on veut pas trop déranger, on veut pas subir des critiques, on veut pas toucher à cette question-là parce que ça dérange, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, euh, parce qu'il y a des gens qui ont des croyances religieuses qui sont pas conformes. Mais je veux dire, moi, je suis pas musulmane, je suis même plus chrétienne, mais je respecte les gens qui pratiquent ces religions-là, mais c'est de s'attendre au même respect. Fait que je sais, j'ai dit des choses positives. Il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses moins positives qu'on doit continuer à travailler. Puis quand on parle des institutions comme les comités de parents, c'est important que les gens qui sont dans ces institutions-là comprennent qu'ils ont une responsabilité éthique, morale et aussi par rapport à la loi sur l'éducation, d'être un allié pour tous. Non. Je sais Beau pas si Laurence, tu message. veux On va rajouter quelque diffuser chose. campagne de sensibilisation. On va diffuser ça partout. C'est un beau message. Merci, Sarah. Laurence, tu voulais... Oui, 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 vas-y. It's my turn. Okay, so pour moi, quand je subis, euh, comme quand je subis either des microagressions ou des commentaires ou, en général, des personnes qui sont pas très contentes avec mon existence, la majorité du temps, c'est basé sur leur valeur ou leur religion. Mais dans ma tête, comme les personnes ont le droit, dans la loi, d'être religieux, et là, les personnes de SLGBTQIA+, ont le droit d'être partie de leur communauté. C'est pas dans la même catégorie, mais c'est quand même le même comme genre de droit. Donc, pour moi, je pense que pour les comités de comme parents, de tuteurs, je pense que c'est plus lorsque l'éducation est importante, oui, c'est plus comme intégrer l'éducation et intégrer la visibilité dans une situation normale. Comme moi, je trouve que c'est plus inclusif que si j'écoute une émission de télé et il y a comme un ou deux couples gays versus quand j'écoute une émission et c'est toutes des couples gays. Juste comme, ok, that's a little like in my face. Comme, je me sens comme si on juste l'intègre, comme si c'était une partie normale de la société. Il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais, obviously, pourquoi pas le faire plus difficile pour nous? Like, Merci pour ton sarcasme, Laurence. Steph, est-ce que tu veux clore la parenthèse? Oui. Honnêtement, j'aurais pu parler, je pense, pendant toute la rencontre de ce volet-là, parce que justement, je réfléchissais, je me prenais des notes, puis c'est extrêmement riche comme sujet. Mais je pense que c'est ça, l'accent que je veux mettre, c'est, comme j'ai mentionné avant, et puis comme ça a été mentionné par d'autres personnes, l'importance de la visibilité. Parce que concrètement, l'inclusion, il faut se rappeler que ce n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose de proactif. Donc, c'est l'acceptation universelle, créer le sentiment d'appartenance,
mais en offrant un environnement qui est adéquat, qui est approprié pour l'accueil, que la responsabilité d'adaptation ne repose pas sur les épaules de la personne issue de la diversité. Et en ce sens, je comprends que ça peut être un défi dans la mesure où est-ce qu'on a tous nos biais de normalité et on ne perçoit pas nécessairement les situations qui sont en marge ou à l'extérieur de nos propres références. Donc, ça demande possiblement un exercice de réflexion, un exercice de conscientisation et ça demande de se mettre en action. Donc, on a tous nos vies, nos priorités, euh, puis je sais que ça peut sembler lourd pour certaines personnes qui ont l'impression que justement leur modèle familier est remis en question. Euh, Puis là où est-ce que je veux en venir, c'est d'essayer de multiplier les petits gestes pour avoir le plus d'effets possible et que ça puisse rayonner et se multiplier plutôt que de seulement représenter une charge ou un irritant pour comme ça peut parfois être perçu. Donc, justement, on a déjà mentionné les modèles diversifiés. Et puis ça s'adresse même pas, tu sais, juste à nos communautés arc-en-ciel, mais dans le fond, je vais me permettre, là, en même temps, si je suis capable d'enlever mon flou, il y a juste, c'est une parenthèse, un petit livre qu'on a acheté pour mon enfant quand elle était enfant, c'est De quoi sont faits les bébés? Puis, à la base, c'est un livre en anglais qui a été traduit en français et puis, j'ai trouvé que c'est une ressource incroyable parce que ça présente le modèle de reproduction, mais de manière totalement inclusive, où est-ce que ça peut se prêter autant aux familles adoptives que les familles homoparentales, que les personnes qui ont des enjeux de fertilité, que les familles reconstituées. Puis, je trouve que ça a été une ressource très accessible pour pouvoir simplifier, je vais dire, les modèles de famille. Et puis, en tout cas, je le recommande, même si ça s'adresse aux tout petits. C'est vraiment un point de base là, dans le. Si je vous donne juste la grande ligne, c'est un peu comme justement la recette. Qu'est-ce que ça prend? Donc, les ingrédients, puis ils viennent de où, puis où est-ce qu'on peut les trouver? Et puis, ben là, on voit que justement, il y a un éventail de possibilités. Fait que je crois que ça, c'est un énorme point de départ. Comme on a mentionné plus tôt, les termes le plus possible neutres, inclusifs, c'est dans notre langage, justement, de maman, papa, garçon, fille. Il existe quand même des options. Puis plus qu'on va les utiliser, plus qu'ils vont se partager. Comme ça peut être des termes épicènes, mais des fois juste des termes un peu plus génériques, comme j'aime bien dire, ben justement, c'est qui tes adultes à la maison? Ben, justement, ça couvre aussi les enfants qui vont être en famille d'accueil, qui vont vivre avec un parent, justement, monoparental ou des familles où est-ce qu'il y a un parent qui est décédé. Tu sais, il y a plusieurs sensibilités de parler, justement, c'est les camarades de classe, les élèves, les enfants. De parler d'une personne quand il s'agit d'une situation générale, ça aide tellement parce que déjà, on ne se crée pas toujours l'imaginaire qui va être collé sur les stéréotypes. Fait que déjà, en disant, tu sais, une personne va au marché plutôt qu'un homme ou une femme, les enfants peuvent s'approprier le narratif et puis ça peut aider à faire exploser des boîtes, des limites inconscientes. Fait que c'est ça, rapidement, ben, rejeter les stéréotypes. On le sait que tout le monde peut aimer n'importe quoi, mais c'est tellement ancré dans nos modèles de s'attendre que ah, ben, les garçons vont aimer jouer aux garçons, au ballon à la récré, les filles vont aimer. Puis là, justement, on fait une séparation. Ah, ben, les gars d'un côté, les filles de l'autre. C'est pas nécessaire. Il y a plein de méthodes. Puis plus qu'on normalise ça, plus que les enfants sont libres d'exister dans leur propre nature, d'explorer sans restreinte. C'est ça, oser parler des différences. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de marcher sur tu sais, qui marchent sur des œufs parce qu'ils veulent pas blesser. Et puis, je vais partager mon expérience personnelle qui m'est souvent validée de l'extérieur. C'est que la bonne volonté
vaut tellement plus que les erreurs qui peuvent être faites. Oui, des fois, les gens ont les sensibilités à fleur de peau à force d'accumuler, de rencontrer des barrières, mais dans l'ensemble, quand on voit qu'il y a vraiment un sentiment qui vient d'une bonne place, ça, on peut ressentir cette connexion-là. Et puis, ça aide à traverser les limitations. Et puis, pas hésiter, même comme un parent, un enseignant, il y a un sujet que votre enfant aborde où vous êtes moins à l'aise. Vous pouvez dire que, ben, je voudrais juste faire quelques vérifications, m'informer pour bien refléter la situation, puis revenir plus tard avec la conversation. C'est c'est pas tu sais, un problème comme tel, au contraire, je trouve que c'est un bel exercice tu sais, personnel. Puis c'est ça, montrer l'exemple au quotidien. Et puis en terminant, si on est prêt à déconstruire certaines de nos restrictions, ben réfléchir à nos biais de normalité. Qui représente la norme pour moi? Et puis voir quelles personnes pourraient ne pas être incluses là-dedans. Et puis même, ça peut être une super belle occasion d'échanger avec genre, d'autres profs, d'autres parents, d'autres intervenants parce qu'on aide à combler nos angles morts, on aide à élargir le portrait, puis on aide à se connecter avec des gens qui parfois correspondent à ces caractéristiques, mais n'ont jamais senti la sécurité ou l'opportunité de partager ça. Fait que ça peut aider à créer des liens plus authentiques aussi. Alors, comme je dis, chaque petit geste compte. Puis, merci à toutes les personnes qui sont là, parce que je pense que c'est déjà un premier pas que votre cœur est à la bonne place et puis c'est très précieux. Merci. Merci, Steph, pour toutes ces stratégies concrètes. C'est aussi, encore une fois, tu résumes bien tout ce qui a été mis de l'avant au fil des partages. La question de respect, la question de visibilité, la question de responsabilité, prendre position, montrer l'exemple en matière d'inclusion proactive ou d'inclusion explicite via la parole, parler de la diversité, utiliser un langage inclusif, mais aussi via des actions concrètes, des petits gestes. On est revenu sur la banalisation de la diversité humaine. J'aime à dire qu'une des rares normes que j'admets, c'est la norme de notre diversité. Les autres normes sont construites. Notre diversité est évidente. Aussi l'importance de la conscientisation. Quand on parle de se responsabiliser, c'est se conscientiser aux idéologies préjudiciables, d'où elles viennent, notamment le contexte colonial et ses impacts encore aujourd'hui, l'origine des stéréotypes, quels sont les stéréotypes que j'ai intériorisés, de même pour les préjugés, quels sont mes biens conscients, quelles sont les normes sociales à l'œuvre dans le cadre de telle ou telle situation. Donc, avoir la capacité d'analyser nos expériences. J'ai apprécié aussi parce qu'effectivement, vos partages sont vraiment positifs et donnent de l'espoir. En même temps, Laurence t'a partagé quelques réalités, ou plutôt ta mère peut-être, des réalités qui sont un peu plus difficiles. Steph y a fait allusion également. C'est pas pour rien que le programme jeunesse de Franco-Queer existe. C'est parce que les milieux ont besoin de soutien, d'accompagnement pour créer des environnements qui sont respectueux, sécuritaires et affirmatifs de la diversité de SLGBTQIA+, pour que les jeunes puissent s'approprier pleinement leurs droits à l'éducation, leurs droits à l'égalité, à la sûreté, et qu'elles puissent s'épanouir pleinement au même titre que leur père. Le programme jeunesse, à titre informatif, offre des services d'évaluation, de formation, de sensibilisation, d'empouvoirment et de consultation au milieu préscolaire, scolaire, parascolaire et postsecondaire, aussi auprès d'autres secteurs, comme le secteur de la santé et le secteur des services sociaux et communautaires. Et je le mentionne parce que cette idée de respect, c'est le message central du programme jeunesse. Sarah aussi y a fait allusion, et c'est d'ailleurs une leçon que Georgélie, qui est une de mes collègues à Franco-Queer, je dis au passage, Georgélie, à un moment donné, t'a dit pendant une rencontre,
et tu parlais d'un tu général. Là. Tu n'as pas besoin de m'accepter et tu as l'obligation et je m'attends à ce que tu me respectes. Et c'est vraiment ça le message clé du programme jeunesse. C'est que tu n'as pas besoin d'inviter la jeunesse arc-en-ciel autour de la table pendant le temps des fêtes. Et cette jeunesse a les mêmes droits que tout autre jeune et nous avons le devoir, la responsabilité citoyenne et dans le cas des professionnels du secteur de l'éducation, la responsabilité professionnelle d'assurer que cette jeunesse soit respectée. Et je reviens, vous avez parlé de la résistance de certaines familles. En tant que gestionnaire du programme jeunesse, j'ai participé à une rencontre EDI ou d'un comité quelconque. Et il y a des familles qui se sont appropriées la rencontre, qui ont détourné l'ordre du jour pour contester la thématique du mois des fiertés, le lever du drapeau, etc. Et il y a une personne qui a posé la question, et je cite, est-ce qu'on a déjà eu une conversation pour déterminer qui on inclut et qui on exclut des principes d'équité, de diversité et d'inclusion? Et je me suis dit, oh my, OK, il y a encore du travail à faire. Donc, effectivement, il y a de la résistance, il y a aussi de belles expériences. On a vu aujourd'hui des modèles de résilience on a entendu parler de stratégies, de moyens, de situations, d'expériences qui ont permis de vivre un sentiment de sécurité et d'inclusion en interaction avec le système scolaire franco-ontarien. Donc, tant et aussi longtemps que des individus comme vous, comme nous, continuons à vivre en alignement avec ces principes d'équité, de diversité et d'inclusion, on tend vers un système scolaire qui est plus ouvert, qui est plus propice au respect des droits et à l'épanouissement de tous les enfants. Maintenant, on est déjà rendu à 12h57. On a commencé 5 minutes plus tard. Donc, moi, je tiens pour acquis qu'on va finir 5 minutes plus tard dans la mesure où les personnes sont disponibles. Si vous devez quitter, c'est tout à fait compréhensible et acceptable. Par contre, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Donc, je ne sais pas si parmi les personnes participantes, il y a des personnes curieuses qui brûlent d'envie de prendre la parole pour poser des questions à nos panélistes. Merci, Tina, d'avoir été là.